Imagine-toi voler à seulement 30 mètres du sol. La jungle défile à toute vitesse sous tes pieds. Et toi, tu es suspendu à l'hélicoptère, sans rien pour te couvrir, sans rien pour te protéger. Pas de cabine blindée, pas d'acier pour te mettre à l'abri. Rien que le vent qui te gifle le visage, le rugissement des pales au-dessus de ta tête, et, entre tes jambes, 2000 cartouches prêtes à cracher le feu. Dans tes mains, tu serres ta mitrailleuse. Ce bloc de métal est la seule frontière entre ta vie et la mort. Passe de seconde chance. Une erreur, un clignement d'œil, et tu peux te retrouver dans la ligne de mire d'un AK-47, d'une, 50, ou pire. L'éclair brutal d'un canon anti-aérien de 23 mm, capable d'arracher l'hélicoptère du ciel en un seul tir. Voilà la vie du Dor Gunné au Vietnam. Un guerrier pris dans une contradiction. Un homme doté d'une puissance de feu dévastatrice et, en même temps, totalement exposé, vulnérable, fragile de la chair à vif, à découvert. Au début de la guerre, les hélicoptères n'emportaient que 3 membres d'équipage. Le pilote, le copilote et le chef de bord, qui faisait aussi office d'artilleur de porte. Mais la réalité s'est vite imposée. Les missions devenaient chaque jour plus féroces. Les embuscades dans la jungle se multipliaient, et les hélicoptères tombaient, l'un après l'autre, déchiquetés par le feu ennemi. Alors c'est devenu évident, cette protection ne suffisait pas. Il fallait plus de feu, plus d'yeux aux aguets, plus de mains sur les armes. Le ciel du Vietnam exigeait un nouveau soldat, l'artilleur de porte. On ajouta donc un 4e membre d'équipage. Un homme dont la mission était aussi simple qu'effrayante, le Shotgun Rider. Son poste n'était pas dans la cabine, ni à l'abri derrière le métal. Son poste était dehors, la moitié du corps hors du fuselage, retenu à peine par une sangle cette mince différence entre vivre ou basculer dans le vide. Pas de blindage, pas de bouclier. Son propre corps devenait la cible la plus nette, le point le plus facile à atteindre de tout le champ de bataille. Et oui, certains sont tombés. Parfois, leurs camarades réussissaient à les saisir par cette sangle et à les tirer de nouveau à l'intérieur de l'hélicoptère, au milieu du chaos. Mais d'autres fois, la chance n'était pas de leur côté, et ils se volatilisèrent dans la jungle pour toujours. Malgré le risque, ces hommes devinrent des pièces maîtresses de la guerre. Leurs missions étaient les plus critiques, celles où une seule erreur pouvait coûter des dizaines de vies. Des évacuations médicales sous le feu ennemi, au soutien direct de l'infanterie dans les zones de combat, ou encore la neutralisation de positions ennemies pour ouvrir la voie aux troupes au sol. Mais avant d'en arriver là, il fallait survivre à l'enfer de l'entraînement. Des semaines de préparation brutale éliminaient ceux qui ne supportaient pas la pression. Là, ils se familiarisaient avec le légendaire Uhan Hui, l'hélicoptère appelé à devenir le symbole du Vietnam. Ils apprenaient à maîtriser le système d'intercommunication, vital pour se coordonner avec le reste de l'équipage en pleine bataille. Ils devaient s'exercer au vol en formation, couvrir d'autres hélicoptères en l'air, et, plus difficile que tout, apprendre à tirer, suspendus à une porte ouverte, le vent leur arrachant l'air des poumons, et la machine vibrant comme si elle allait se disloquer d'une seconde à l'autre. Être Shotgun Rider n'était pas un simple rôle, c'était accepter que chaque mission pouvait être la dernière. L'arme principale de l'artilleur de porte, c'était la M60. Une mitrailleuse fiable, capable de cracher entre 500 et 650 coups par minute, avec une portée effective de plus de 1000 mètres. Une arme conçue pour saturer l'ennemi de plomb, mais qui, aux mains d'un Dor Gunné, devenait la ligne de défense qui protégeait tout l'hélicoptère. À bord des redoutés gunships, la puissance était encore plus écrasante. Là entrait en scène la minigun M134, un monstre capable de vomir jusqu'à 6000 balles par minute. Une véritable nappe de feu capable de balayer tout ce qui bougeait au sol. Chaque 5e projectile était traçant, illuminant sa trajectoire au cœur de l'épaisseur vietnamienne, un spectacle de lumière et de mort qui transformait la jungle en un enfer nocturne. Les artilleurs remplissaient 2 rôles bien distincts. Dans les slicks, les hélicoptères de transport, leur tâche était limpide, protéger l'appareil dans ses moments les plus vulnérables,
au décollage et à l'atterrissage. Au moment précis où les troupes étaient insérées ou évacuées, l'artilleur devait tirer sans relâche, balayant la zone pour tenir à distance les snipers et les RPG ennemis. Dans les gunships, en revanche, la mission était offensive. Il faisait partie de l'équipe d'assaut, déployant toute la puissance aérienne sur la jungle, roquettes, lance-grenades automatiques et la fureur ininterrompue des mitrailleuses. Les gunships étaient, littéralement, le marteau de la cavalerie aérienne. Mais tirer depuis un hélicoptère n'était pas aussi simple que d'appuyer sur la détente. C'était un enfer technique. La machine vibrait sans relâche, le vent arrachait l'air de la poitrine, et les manœuvres d'évitement secouaient l'équipage comme des poupées de chiffon. Les cibles, en plus, n'étaient jamais immobiles. Des ombres qui glissaient dans la jungle, à peine visibles à travers le feuillage. L'artilleur devait calculer chaque tir. La vitesse de l'hélicoptère, l'angle d'inclinaison, le recul de l'arme, tout comptait. Un projectile mal orienté pouvait se perdre dans le vide. Un bien placé pouvait sauver tout l'équipage. C'était tirer en mouvement, contre des ennemis en mouvement, dans un ciel qui ne pardonnait aucune erreur. En théorie, on apprenait aux artilleurs à tirer par courtes rafales 5 à 7 balles, en marquant des pauses pour corriger la visée. Mais la jungle vietnamienne ne connaissait pas la théorie. En pratique, la survie dépendait du volume de feu. Il fallait saturer, balayer, maintenir l'ennemi la tête baissée, à n'importe quel prix. Le ciel se remplissait du rugissement métallique des mitrailleuses, et les douilles brûlantes tombaient en cascade sur la terre. Et le pire, c'est qu'ils tiraient pratiquement à découvert, face à l'ennemi. La protection était inexistante. Blinder un hélicoptère était impossible. Chaque kilo de trop pouvait signifier que l'appareil ne décollerait pas, ou deviendrait une cible plus facile. Le gilet pare-balles ne servait guère que contre les éclats les plus fins. Face à une rafale d'AK ou à une balle de gros calibre, il n'offrait aucun espoir. C'est pourquoi beaucoup le mettaient de côté. À quoi bon porter plus de poids si ça n'arrête rien? Le casque doté de l'intercom n'était pas un bouclier. Il n'était pas conçu pour encaisser des impacts, mais pour garder l'équipage connecté au milieu du vacarme assourdissant des roteurs. Et il y avait les tristement célèbres chicken plates, de lourdes plaques en céramique qui couvraient la poitrine. En théorie, elles pouvaient stopper des armes légères. En pratique, elles étaient si inconfortables et étouffantes que la plupart les refusaient, ironisant que seuls les poulets les portaient. Ainsi, l'artilleur de porte restait exposé comme nul autre. Il était les yeux et les oreilles de l'équipage. Il devait repérer des mouvements suspects depuis une machine secouée violemment à pleine vitesse. Et en quelques secondes, il devait trancher. Ce qu'il voyait, était-ce un ennemi camouflé ou un paysan innocent? Une erreur pouvait signifier la mort de civils. Le doute pouvait coûter la vie à ses propres camarades. Les moments les plus critiques étaient les atterrissages en zone chaude. Pendant que l'infanterie sautait au sol, les artilleurs ouvraient le feu sans pitié, ratissant chaque mètre de jungle. Ils étaient leur couverture, leur bouclier humain, mais cette même fureur faisait d'eux les cibles les plus convoitées. Snipers et tireurs de roquettes ennemies savaient que, s'ils abattaient l'artilleur, l'hélicoptère devenait vulnérable. La cadence devait être féroce, mais en même temps calculée. Pas question de gaspiller les munitions. Chaque balle était vitale. Chaque tir pouvait décider si l'hélicoptère survivrait ou s'écraserait, enveloppé de flammes, au cœur de la jungle. Les histoires incroyables des artilleurs de porte sont si nombreuses qu'elles semblent tout droit sorties d'un film, mais elles furent bien réelles. Un jour, après avoir abattu un groupe ennemi, un artilleur vit qu'un soldat respirait encore. Poussé par un instinct humain qui n'avait rien à faire dans cet enfer, il sauta de l'hélicoptère pour lui porter secours. Le problème, il oublia de prévenir. L'appareil décolla sans lui, le laissant seul, désarmé et vulnérable, en plein territoire ennemi. Il resta là, entre la jungle et le silence, avec pour seule compagnie le blessé qu'il tentait de sauver. Pendant plus d'une demi-heure, il attendit, jusqu'à ce que son équipage s'en rende compte et revienne le récupérer. Il vécut pour le raconter et pour encaisser la colère de ses supérieurs, un geste noble qui avait failli lui coûter la vie.
Une autre histoire paraît encore plus invraisemblable. En plein combat, un artilleur perdit l'équilibre et chuta de l'hélicoptère. N'importe qui d'autre serait mort sur le coup, mais le destin lui joua une carte macabre. Il atterrit directement sur 2 soldats Viet-Cong. Le choc les sonna. Lui, meurtri mais vivant, leur arracha leurs armes, les abattit et attendit que son hélicoptère revienne le chercher. Une chute mortelle transformée en exploit par la simple brutalité du hasard. Mais toutes les histoires n'avaient pas une fin aussi miraculeuse. Beaucoup d'artilleurs furent fauchés par les balles ennemies. Certains, mortellement touchés, s'agrippèrent à leurs mitrailleuses et continuèrent de tirer jusqu'à leur dernier souffle, décidés à protéger leurs camarades alors qu'ils savaient déjà qu'ils n'en réchapperaient pas. Ce sacrifice silencieux fut aussi fréquent que brutal. Le prix psychologique de cette vie fut dévastateur. Les vétérans s'accordent sur une statistique cruelle. 90% des missions n'étaient que pure monotonie. Des heures interminables à survoler la jungle, le bourdonnement constant des pales, le regard perdu dans une mer verte qui ne semblait jamais finir. Mais les 10% restants, c'était la terreur à l'état pur. 10 secondes de combat pouvaient effacer des semaines de routine. Ce 10% broyait les esprits, laissait des cicatrices qui ne guérissaient jamais. Cauchemars, souvenirs indélébiles, des amis qui s'effondraient à leur côté, et la certitude que personne, pas même les survivants, ne revint le même après le Vietnam. Le taux de perte parmi les artilleurs de porte fut l'un des plus élevés de toute la guerre. Chaque mission tenait du pile ou face, et beaucoup ne revinrent pas. Ceux qui survécurent portèrent un fardeau invisible. Ils furent les témoins constants de la mort de leurs amis, les voyant tomber à quelques centimètres, à l'intérieur même de l'hélicoptère. Ils vécurent cernés par les traumatismes, la peur, la fatigue du combat, et si leurs corps purent rentrer chez eux, leurs esprits restèrent prisonniers de l'écho du Vietnam. Pour beaucoup, le silence ne revint jamais. Le vrombissement des pales les accompagna toute leur vie comme un fantôme impossible à faire taire. Les rafales de leurs propres mitrailleuses rejaillissaient sans cesse dans leurs cauchemars, leur rappelant ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient perdu. Ainsi étaient les artilleurs de porte au Vietnam, des hommes suspendus entre ciel et terre, coincés entre la vie et la mort, tenant entre leurs mains la fine frontière qui séparait le sauvetage de la tragédie. Ils n'étaient pas des héros invincibles, c'étaient des soldats de chair et d'os, fragiles et vulnérables, qui vécurent l'impossible et le payèrent de leur sang, de leur sueur et de souvenirs qui ne s'effacèrent jamais. Si tu veux découvrir d'autres histoires vraies de la guerre du Vietnam et d'autres conflits, abonne-toi, laisse ton commentaire et accompagne-nous dans ce voyage à travers l'histoire.